Je n'avais jamais prévu de passer ma vingtaine à me cacher de l'amour. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Parfois, je repense au passé et je me demande si c'était ma faute, si j'aurais dû me battre plus fort pour ce que je voulais, ou si la vie avait simplement conspiré pour m'enseigner la douleur à travers les personnes les plus proches de moi. Tout a commencé l'année de mes 15 ans, dans notre petite maison nichée le long d'une rue poussiéreuse de Benin City. La maison n'était pas grand-chose. 2 chambres, un salon avec de vieux canapés marrons et une cuisine qui sentait toujours l'huile de palme et la fumée du réchaud à kérosène de ma mère. Mais c'était chez nous. Mes parents étaient stricts mais aimants, bien qu'ils portaient une habitude qui allait façonner toute ma vie. La comparaison. Ils me comparaient toujours à ma sœur cadette, Ezeosa. Pour eux, elle était l'étoile de la famille, celle qui attirait l'admiration sans effort. Les gens disaient qu'elle était la jolie, la charmante, la fille capable de faire sourire n'importe qui avec l'inclinaison de sa tête et l'éclat de son rire. Moi, en revanche, j'étais plus calme, plus sérieuse. J'aimais les livres, les soirées tranquilles et cuisiner avec ma mère en fredonnant des cantiques ensemble. J'aimais écouter plus que parler, observer le monde, plutôt que de jouer la comédie pour lui. Ezeosa aimait l'attention. Elle adorait être vue, être louée, briller, et elle s'assurait toujours que les projecteurs la trouvent. Le premier garçon qui m'a jamais intéressée s'appelait Osazi. Il vivait à 2 rues de chez nous, dans une maison avec un grand goyavier devant. Il était grand, à la peau sombre, et toujours souriant, d'une manière qui mettait les gens à l'aise autour de lui. Il portait une joie en toutes circonstances, comme si la vie ne lui avait donné que des raisons de rire. Je l'ai remarqué avant qu'il ne me remarque, mais lorsqu'il l'a enfin fait, ce fut comme un rayon de soleil perçant à travers un ciel nuageux. Il me raccompagnait de l'école à la maison, portant mon sac avec désinvolture comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Parfois, nous nous arrêtions aux étals du bord de route pour acheter des arachides et il plaisantait sur les vendeurs, me faisant rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Il me racontait des histoires drôles sur ses camarades de classe, ses matchs de football et ses rêves de voyager à l'étranger un jour. Pendant des mois, j'ai cru qu'il m'aimait bien. Et un soir, alors que la circulation rugissait le long de Mission Road, avec les bus et les chauffeurs de Kekenapep criant pour des passagers, il me prit la main en traversant. Mon cœur battait si vite que je pouvais à peine respirer. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à rejouer ce petit moment encore et encore, me convainquant que c'était le début de quelque chose de beau. Mais la beauté, dans ma vie, ne durait jamais longtemps. 2 semaines plus tard, je suis allée au marché avec ma mère. Nous portions des paniers remplis de tomates, d'oignons et de poissons séchés, nous faufilant à travers le vacarme des commerçants criant leurs prix. L'air était imprégné de l'odeur de plantains frits, de maïs rôti et de poussière. En passant près du stand de suya, à côté de l'arrêt de bus, je me suis figée. C'était Osazi. Il riait de cette façon familière, insouciante, qui me faisait autrefois me sentir spéciale. Mais il ne me regardait pas. Il se tenait tout près de quelqu'un d'autre, son attention entièrement absorbée. Ma sœur. Eseosa s'appuyait contre le mur, la tête inclinée dans cette posture joueuse qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître irrésistible. Ses tresses balançaient doucement tandis qu'elle riait, et les yeux d'Osazi suivaient chacun de ses gestes comme si elle était la seule personne vivante. Ma poitrine s'alourdissait. Mes jambes devenaient faibles. Ma mère ne remarqua pas mon silence pendant qu'elle marchandait avec le boucher tout proche. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, qu'il ne faisait peut-être que parler, mais mon estomac se tordait sous la vérité que je ne voulais pas accepter. Peu de temps après ce jour, les choses commencèrent à changer. Je n'avais plus de nouvelles de lui. Les longues marches après l'école prirent fin. Ses salutations devinrent brèves, presque froides, comme si j'étais une étrangère à qui il avait autrefois accordé un peu de gentillesse. Il ne traînait plus devant mon portail. La chaleur dans ses yeux s'éteignit dès qu'il croisait les miens. Puis, un samedi soir, je balayais la cour lorsque Ezeosa rentra en flânant, ses pas légers et insouciants, portant un bracelet que je lui avais offert en cadeau. Elle ne prit même pas la peine de le cacher. Elle le portait fièrement, souriant comme un chat ayant avalé le plus gros poisson. Ce fut la première blessure. Mais cela ne s'arrêta pas là.
Cela devint une habitude si tranchante, si impitoyable, qu'elle me tailla encore et encore. Chaque fois que j'essayais de fréquenter quelqu'un, elle s'y insinuait comme de l'eau glissant dans les fissures. Avec Aimwen, le garçon qui s'asseyait devant ma fenêtre avec une guitare, jouant des chansons d'amour qu'il disait avoir écrites juste pour moi, elle l'a volé en quelques semaines. Je me souviens du soir où je me suis penchée à ma fenêtre, attendant d'entendre sa musique, pour finalement l'apercevoir assis sur notre véranda, avec Ezeosa à ses côtés, riant, sa main posée confortablement sur son épaule. Avec Ozahun, qui m'avait dit vouloir m'emmener à la nuit culturelle de l'université, j'avais rêvé de la danse, des tambours, des couleurs de la soirée. Mais quand la nuit arriva, je l'ai vue, non pas m'attendant, mais déjà avec elle. Ezeosa, vêtue de sa plus belle tenue, son bras accroché au sien. Chaque fois que je pensais avoir quelque chose de spécial, cela m'échappait pour tomber parfaitement dans ses mains. J'ai essayé de la confronter une fois. Ma voix tremblait en lui demandant pourquoi elle faisait cela. Pourquoi elle ne pouvait pas me laisser une seule chose, une seule personne. Elle a ri, pas cruellement en apparence, mais d'une manière moqueuse qui me fit comprendre qu'elle savourait ma douleur. Elle dit que j'étais trop émotive, que les garçons ne voulaient pas de cœur lourd ou de visage sérieux, qu'ils voulaient de l'amusement et qu'elle se contentait de leur donner ce qu'ils voulaient. Pour mes parents, elle n'était que joueuse, espiègle, pleine de vie. Ils ne voyaient pas la cruauté derrière ses paroles. Mais moi, je la voyais. Je la ressentais chaque nuit quand je pleurais silencieusement dans mon oreiller pour que personne ne m'entende. Le pire, ce n'était même pas de perdre les garçons. Le pire, c'était la façon dont elle me faisait douter de moi-même. Quand nous étions seuls, elle me chuchotait de petites phrases qui rongeaient ma confiance. « Es-tu sûre qu'il t'aime vraiment? Peut-être es-tu trop ennuyeuse pour lui. » Puis, elle souriait gentiment, comme si elle m'avait rendu service en étant honnête. Et lentement, douloureusement, j'ai commencé à la croire. À 21 ans, j'ai abandonné. J'ai arrêté de sortir avec qui que ce soit. J'ai refusé de laisser naître l'espoir. À la place, je me suis enfouie dans le travail, dans les activités de l'église, dans l'aide que j'apportais à ma tante pour tenir sa petite boutique de provisions. N'importe quoi pour remplir le vide qu'Ezeosa avait creusé en moi. Je l'observais dans l'ombre, tandis qu'elle défilait d'un petit ami à l'autre, chacun ressemblant étrangement à quelqu'un qui avait autrefois montré de l'intérêt pour moi. Et à chaque fois, je me disais que je m'en fichais, mais au fond, je m'en souciais. Un soir, j'étais assise sur mon lit, à fixer mon téléphone. Ezeosa venait de poster une photo en ligne. Elle était à une plage de Lagos avec son dernier petit ami. Son bras était fermement enroulé autour de ses épaules et son sourire paraissait plus éclatant que le soleil qui se couchait derrière les vagues. Ma poitrine se serra, mais pour la première fois depuis des années, je ne pleurais pas. Je ne clignais même pas des yeux pour retenir mes larmes. Je fixais simplement son sourire, puis je murmurais pour moi-même. Un jour, elle ressentira ce que j'ai ressenti. Un jour, je ne serai pas celle qui perd. Je ne savais pas quand ni comment. Je n'avais pas de plan. Mais je savais que je pouvais attendre. Et quand le moment viendrait, elle ne le verrait pas arriver. Les années passèrent et ma sœur ne changea jamais. À 27 ans, j'avais perdu le compte du nombre d'hommes qu'Ezeosa m'avait pris. Peu importait que je les lui présente ou non, d'une manière ou d'une autre, elle trouvait toujours un moyen de s'immiscer. Parfois, c'était lors d'un simple rassemblement innocent. D'autres fois, c'était par un coup de téléphone anodin qu'elle avait réussi à obtenir à partir de mes contacts. Pour elle, c'était devenu comme respirer, sans effort, naturel, imparable. Même mes amis arrêtèrent d'amener leurs petits amis près d'elle, car elle avait essayé avec eux 1 ou 2 fois. Je me souviens encore du jour où l'une de mes plus proches amies, Anita, m'a prise à part et m'a chuchoté « S'il te plaît, ne dis pas à ta sœur que je fréquente quelqu'un. Je ne veux pas qu'elle le sache. Je ne veux pas le perdre. » J'ai forcé un rire, mais la douleur dans ma poitrine est restée longtemps après. Mais à l'extérieur, les gens ne voyaient pas les dégâts. Pour eux, elle était vive, drôle, magnétique. Le genre de fille que tout le monde voulait avoir autour de soi. Aux réunions de famille, mes oncles l'appelaient l'étoile de la famille, l'âme de la fête. Tandis que je restais tranquillement dans un coin, souriant comme si cela ne me dérangeait pas.
Les tantes louaient sa beauté, les cousins s'attroupaient autour de ses histoires, et même les aînés disaient des choses comme Eseosa fera la fierté de cette famille. Personne ne remarquait que mes sourires se figeaient sur mon visage ou comment je m'éclipsais vers la cuisine juste pour respirer. Je pensais peut-être que je ne trouverais plus jamais l'amour. Peut-être que ce n'était pas pour moi. Peut-être que Dieu avait décidé que ma part était d'être invisible. Mais ensuite, j'ai rencontré Omoregbe. Il était différent. Calme, respectueux, stable, d'une manière qui me donnait l'impression de me tenir enfin sur un sol solide après des années de sable mouvant. Il était ingénieur, pas du genre tape à l'œil, pas le type qu'Eseosa poursuivait d'habitude avec ses ongles vernis et son rire enjoué. Il ne se souciait pas des grandes fêtes, ni d'exhiber des vêtements coûteux. Il aimait juste la paix, et la paix était exactement ce que je désirais depuis longtemps. Dès le premier jour, il me fit sentir en sécurité, comme si je n'avais plus à rivaliser avec qui que ce soit. Pendant presque un an, nous avons fréquenté. Nous faisions de tranquilles promenades le long de Ring Road, mangions du maïs rôti au bord de la route, et parfois restions assis dans sa voiture pendant des heures à parler de la vie. Nous parlions de l'avenir, de construire une maison ensemble, d'enfants et d'où nous habiterions. Pour une fois, je me suis détendue. Pour une fois, j'ai cru que la tempête était derrière moi. J'en ai même parlé à Eseosa, croyant que nous étions adultes maintenant, qu'elle avait peut-être dépassé cette habitude de m'arracher le bonheur des mains. J'avais tort. Cela commença doucement. Elle posait de petites questions sur lui, souriant trop gentiment, comme si son intérêt était innocent. Elle me taquinait sur son calme, disant des choses comme « Es-tu sûre de pouvoir le supporter? Tu as besoin de quelqu'un de plus excitant, sœur. Quelqu'un qui sait faire ressortir le côté amusant en toi. » J'ai ignoré. Je me suis dit qu'elle plaisantait simplement. Mais ensuite, Omoregbe changea. Il n'appelait plus aussi souvent. Ses messages devinrent courts, parfois, 1 ou 2 mots seulement. Il annulait nos plans à la dernière minute, prétextant le stress du travail, bien que ses excuses semblaient de plus en plus fragiles. Mon estomac se serrait de peur, mais j'essayais de me convaincre que ce n'était que le stress de ses projets d'ingénierie. Jusqu'à ce qu'un soir, en me connectant sur Facebook, le monde bascula sous mes pieds. La photo était claire comme le jour. Eseosa et Omoregbe, debout côte à côte dans un restaurant que je connaissais bien. Elle avait sa main posée hardiment sur sa poitrine, la tête inclinée avec ce même air malicieux qu'elle utilisait toujours. La légende sous la photo disait « Mon cœur, ma paix ». J'ai fixé la photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce que les mots se brouillent en rien. Il n'a pas appelé pour expliquer. Elle non plus. Comme ça, j'étais encore effacée, comme si je n'avais jamais existé dans son monde. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'endurcit comme de la pierre. Je suis restée allongée sur mon lit, fixant le ventilateur du plafond qui tournait lentement, me murmurant encore et encore que ce serait la dernière fois. Si Eseosa voulait jouer avec les cœurs, alors je lui en donnerais un qu'elle ne pourrait pas gérer. Le plan ne vint pas rapidement. Il fallut des mois d'observation, d'attente et de réflexion. Je l'ai étudié attentivement, comme un chasseur étudie sa proie. Eseosa avait des habitudes. Elle aimait les hommes qui paraissaient forts à l'extérieur, mais portaient une faiblesse cachée à l'intérieur. Elle aimait le frisson de poursuivre quelqu'un qui semblait hors de portée. Elle aimait le danger d'un homme avec des secrets. Plus que tout, elle aimait se sentir aux commandes, comme si c'était elle qui tirait les ficelles. Alors, j'ai attendu, calmement, jusqu'à ce que la bonne personne apparaisse. Un après-midi au travail, alors que j'arrangeais des dossiers sur mon bureau, ma collègue Ivy mentionna que son cousin venait de rentrer de l'étranger. Elle dit qu'il avait traversé une rupture douloureuse, perdu son emploi et qu'il voulait recommencer à zéro à Bénin. Quelque chose dans ma poitrine se serra en l'écoutant. La façon dont elle le décrivait, blessé, mais en quête de stabilité, sonnait comme l'appât parfait. Quand je l'ai enfin rencontré, j'ai su instantanément que c'était lui. Il s'appelait Eromozele. Il était grand et mince, sa posture détendue, mais ses yeux perçants, comme un homme qui avait trop vu du monde pour être facilement trompé. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ses mots sortaient lents et délibérés, comme s'il avait déjà mesuré l'impact qu'ils auraient.
Il avait une cicatrice près de la mâchoire qui lui donnait un air dangereux, le genre de détail qu'Ezeosa trouverait irrésistible. Mais son sourire, quand il apparaissait, était doux, presque timide, vous faisant vous demander si le danger n'était qu'en surface. Il était parfait. Avec le temps, je lui ai tout raconté. Pas d'un coup, mais morceau par morceau, dans le calme des cafés, pendant de longs trajets en voiture, et dans la tranquillité des appels téléphoniques tard le soir. Je lui ai parlé de ma sœur, de la façon dont elle m'avait volé pendant des années, de la manière dont elle s'épanouissait en brisant des cœurs juste pour prouver qu'elle le pouvait. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander directement de l'aide. Un soir, après m'avoir écouté en silence, il s'est penché, ses yeux brillants dans la lumière tamisée, et a dit lentement « Quel est le plan ?» C'est là que le vrai jeu a commencé. Nous avons façonné Eromosele en exactement le genre d'homme qu'Eseosa ne pouvait pas résister. Riche mais modeste, mystérieux mais attentionné, difficile à obtenir mais assez tendre pour lui faire croire qu'elle était spéciale. Ensemble, nous avons étudié ses mouvements comme des chasseurs étudiant les trajets d'une proie dans la forêt. Puis, nous avons tendu le piège. La première étape était simple. Une photo. J'ai posté une image de moi et d'Eromosel assis dans un petit café. J'avais la tête inclinée vers lui, riant comme deux personnes amoureuses. Sa main reposait doucement sur mon genou, mes cheveux retombaient sur mon visage. Cela paraissait naturel, spontané, réel, le genre de faux qui parle sans mots. Le lendemain, Ezeosa a aimé la photo. Pas de commentaires, pas de message. Mais je savais. Je savais qu'elle avait zoomé, étudié son visage et qu'elle s'était demandé qui il était. Au cours des semaines suivantes, j'ai posté davantage. Une photo de 2 tasses de café sur une table. Une photo de lui tenant mon téléphone alors que je souriais à quelque chose au loin. Rien d'évident, juste assez pour semer la question dans son esprit. Qui est-il? Puis vint la rencontre accidentelle. J'ai fait en sorte qu'Eromosel et moi soyons au lounge qu'elle aimait fréquenter le vendredi soir. Elle est entrée avec Omoregbe. Oui, le même Omoregbe qu'elle m'avait arraché, mais ses yeux se sont accrochés presque instantanément à Eromosele. Il ne la regarda pas une seule fois. Il resta concentré sur moi, riant de quelque chose que je lui avais murmuré. C'était l'hameçon. 2 jours plus tard, Eromosele me montra le premier message venant d'elle. « Salut, je crois que nous nous sommes rencontrés l'autre soir. Je suis Eseosa, sa sœur. » Il répondit des heures plus tard, exactement comme prévu. « Oui, je me souviens. Vous étiez celle qui n'arrêtait pas de regarder. » Eseosa était prise, même si elle ne le savait pas encore. C'est ainsi que tout commença. Ezeosa pensait être la chasseuse. Mais cette fois, elle était la proie. Au début, ses messages à Eromosele étaient anodins. Elle faisait semblant d'être polie, curieuse. Elle lui demandait où il travaillait, ce qu'il aimait manger, comment il trouvait Benin City après son retour de l'étranger. Son ton était prudent, presque formel, comme quelqu'un qui essaie de tester l'eau sans plonger. Mais en quelques semaines, tout changea. La politesse disparut, remplacée par de la chaleur, puis par de l'excitation. Elle commença à le complimenter de façon qui me faisait secouer la tête. Elle écrivait des choses comme « Tu n'es pas comme les autres hommes que je connais » ou « Tu comprends la vie d'une manière plus profonde ». Eromosel, fidèle à notre plan, ne répondait jamais trop vite. Parfois, il attendait des heures, parfois même une journée entière. Puis, juste quand elle pensait qu'il l'avait oublié, à minuit, il lui envoyait quelque chose de simple, percutant et mystérieux, juste assez pour attiser sa curiosité. « Tu as un esprit fort. Je n'arrête pas de penser à ton sourire. » Ezeosa adorait ça. Elle aimait poursuivre ce qui ne venait pas facilement. C'était sa faiblesse. Chaque réponse retardée la rendait agitée. Et chaque court compliment l'attirait plus profondément. Très vite, elle commença à mentir à Omoregbe. Elle lui disait qu'elle travaillait tard, qu'elle allait faire des soins au spa ou qu'elle rejoignait ses amis pour boire un verre. Mais en réalité, elle était avec Eromosele. J'ai vu les captures d'écran, j'ai lu les messages. J'ai regardé en silence ma sœur verser son cœur, croyant avoir enfin trouvé un homme qui la faisait se sentir vivante. Un homme qui n'était ni ennuyeux, ni prévisible, ni facile à contrôler. Elle croyait découvrir un joyau caché, mais en réalité, elle ne faisait que tomber dans une fosse soigneusement creusée. Une nuit, elle lui écrivit
J'ai l'impression que tu me comprends d'une façon que personne d'autre ne fait. Quand Eromosel m'a montré ce message, assis en face de moi dans le coin sombre d'un café, ses lèvres se courbant en un léger sourire, j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Elle tombait vite, la tête la première dans la toile, et elle ne réalisait même pas que quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Pendant ce temps, je jouais mon rôle avec soin. Je l'appelais parfois, feignant de prendre de ses nouvelles, faisant semblant de m'inquiéter comme une sœur normale l'aurait fait. Je disais des choses comme Hey, j'ai vu ta photo avec Homo Regbe. Vous avez l'air heureux? Tout va bien? Ezeosa me répondait soit en m'envoyant balader avec impatience, soit en me repoussant, agissant comme si j'étais trop curieuse, trop intéressée par sa vie. Parfois, elle riait et disait Occupe-toi de tes affaires, grande sœur. Tout ne tourne pas autour de toi. Je n'insistais jamais. Je ne discutais jamais. C'est ce qui faisait que ça marchait. Elle se sentait en sécurité, pensant que je ne savais rien. Mais je savais tout. Et Romosel commença à planter de petites graines dans son esprit, des mots conçus pour pousser comme des mauvaises herbes. Il lui disait des choses comme « Tu mérites plus qu'une vie ordinaire » ou « Tu es trop spécial pour te contenter de quelqu'un qui ne voit pas ton feu ». Elle avalait tout goulûment. Ces mots nourrissaient son ego, caressaient les parties d'elle qui avaient toujours soif de validation. Elle commença à paraître agitée quand elle était avec Homo Regbe. Elle ne rayonnait plus dans leurs photos ensemble. Ses publications en ligne devinrent plus courtes, ses légendes plus froides, ses sourires plus minces. L'excitation qu'elle avait eue avec lui s'effaçait, remplacée par une faim qu'elle croyait qu'Eromosele seul pouvait satisfaire. Puis vint la première vraie fissure. Un vendredi soir, juste après mon retour du travail, elle se présenta à mon appartement sans prévenir. J'entendis les coups pressés à la porte et je l'ouvris pour la trouver là, vêtue d'une robe rouge moulante, son maquillage parfaitement fait, ses lèvres peintes en un rouge audacieux, mais ses yeux semblaient sauvages, agités et fatigués. Elle entra rapidement sans un mot et s'affala sur mon canapé, croisant ses jambes comme si elle était trop pleine d'énergie pour rester tranquille. Elle soupira, dramatique et lourd. « Je suis fatiguée d'Homo Regbe, lâcha-t-elle. » Sa voix tremblait de frustration. « Il est ennuyeux, prévisible et il ne me comprend pas. » Je m'assis en face d'elle, gardant mon visage calme, hochant lentement la tête, la laissant tout déverser. À l'intérieur, je maîtrisais les battements de mon cœur. À l'extérieur, j'avais l'air de la sœur patiente et inquiète qu'elle croyait avoir dupée toutes ces années. Puis, après une longue pause, elle baissa la voix, presque comme une confession. « Je crois que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. » Je savais déjà qui. Je savais déjà chaque mot qu'elle avait tapé, chaque pensée qu'elle avait confiée à son téléphone. Mais je demandais quand même, inclinant la tête comme une sœur curieuse. « Qui ?» Elle sourit, timide d'abord, puis fière, comme si elle révélait un joyau précieux. « Il s'appelle Eromosel. » À l'intérieur, ma poitrine brûlait d'une satisfaction si forte qu'elle me donnait presque le vertige. Mais à l'extérieur, je fronçais les sourcils comme une sœur inquiète devrait le faire. « Fais attention, » murmurai-je, ma voix douce et tremblante. Elle leva les yeux au ciel, ricana, et m'accusa d'être jalouse comme d'habitude. Ce soir-là, je sus qu'elle était complètement accrochée. En un mois, elle commença à se faufiler plus souvent. Eromosel la tenait en laisse de mystère, parfois chaleureux, parfois distant, toujours juste hors de sa portée totale. Cela la poussait à le poursuivre plus fort. Elle se plaignit même une fois auprès de moi, sa voix tendue de frustration, qu'il était difficile à cerner. « Il me fait sentir incertaine, » avoua-t-elle, mais aussi vivante. J'acquiesçai et dis doucement « Peut-être que c'est ça, l'amour. » À ce moment-là, Homo Regbe avait commencé à remarquer. Il m'appela un jour, sa voix lourde de confusion et de douleur. Il me demanda si je savais pourquoi Ezeosa agissait bizarrement, pourquoi elle rentrait tard, pourquoi elle était différente. Je lui répondis que j'en avais aucune idée. Mon cœur se brisa presque pour lui, mais je me rappelais il m'avait trahi autrefois aussi. Sa douleur faisait simplement partie du cycle. Il ne fallut pas longtemps avant que la rupture finale n'arrive. Ezeosa et Homo Regbe eurent une terrible dispute un soir. Leurs voix résonnaient dans la rue, les voisins jetant un coup d'œil derrière leurs rideaux, les enfants chuchotant dehors. Elle l'accusa d'être contrôlant, de l'étouffer, de ne pas la laisser respirer. Il essaya de la calmer,
sa voix suppliante, mais elle sortit en trombe, claqua la porte et alla directement chez Eromosele. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, elle déménagea ses affaires de la maison d'Omoregbe pour les emmener chez Eromosele. Juste comme ça, sans hésitation, sans explication. Au début, elle était triomphante. Elle dit à la famille qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait vraiment. Elle parlait d'Eromosele comme d'un trésor rare qu'elle avait découvert. Elle riait plus fort, souriait plus largement, se tenait comme une reine qui avait fait un meilleur choix. Mais il ne fallut pas longtemps pour que l'éclat s'estompe. Ses amis commencèrent à se plaindre qu'elle avait cessé de venir aux sorties. Elle annulait des rendez-vous, manquait des anniversaires et répondait à peine aux messages. Chaque fois que quelqu'un demandait, elle donnait des excuses. Eromosel ne se sentait pas bien, ou il n'aimait pas les endroits bondés, ou il préférait simplement passer une soirée tranquille à la maison. Sa voix changea aussi. Elle était plus douce maintenant, hésitante, comme si elle avait peur de dire la mauvaise chose. Elle, qui autrefois parlait avec assurance, se moquant des autres sans se soucier, pesait maintenant ses mots avec soin, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule, même lors de conversations banales. À un dîner de famille un dimanche, elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Ma mère applaudit des mains et appela ça élégant. Mon père ne dit rien, comme d'habitude. Mais je vis ce que les autres ne voyaient pas. Je vis la façon dont ses doigts tremblaient quand elle tenait son verre, comment elle retirait rapidement sa main quand le regard d'Eromosel se posait sur elle. Quand je lui demandais si elle allait bien, elle réagit brusquement, trop brusquement. « Pourquoi tu joues au détective? Occupe-toi de tes affaires. » Puis elle rit trop fort, balaya la question, faisant semblant que tout allait bien. Mais je savais, la sœur qui m'avait volé chaque parcelle de joie perdait enfin sa propre emprise, et je ne faisais que commencer. Au bout de 3 mois passés chez Eromosel, la lueur qui entourait Eseosa avait disparu. Elle ne s'habillait plus comme la reine de l'attention qu'elle avait toujours été. Les robes rouges voyantes et les talons hauts qui annonçaient sa présence, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, restaient pliés dans une valise, intacte. Elle portait désormais des vêtements simples, des chemisiers sobres et de longues jupes, parfois seulement un t-shirt trop grand qui avalait sa silhouette. Souvent, elle sortait sans maquillage. Ses lèvres, autrefois soigneusement peintes, restaient nues. Ses yeux paraissaient plus petits, sans les traits marqués de l'eyeliner qu'elle adorait. Et quand elle souriait, ce n'était plus éclatant ni triomphant. C'était comme quelque chose qu'elle devait arracher d'elle-même. Quelque chose de forcé, comme un masque fissuré étiré sur son visage. Aux réunions de famille, elle arrivait désormais en retard, toujours accrochée à son bras, comme si son équilibre en dépendait. Elle parlait à peine, et quand elle le faisait, ce n'était que pour le louer ou le défendre. Eromosel préfère que les choses soient ainsi, disait-elle, ou vous ne le comprenez pas comme moi, je le comprends. Personne n'osait trop questionner, parce qu'Eseosa avait toujours été têtue. Elle faisait ses choix bruyamment, et elle les assumait sans excuse. Mais cette fois, le silence qui entourait ses choix était plus fort que tout. C'était ce genre de silence qui avale une pièce et fait que tout le monde se regarde sans mots. Un soir, je lui ai rendu visite à l'improviste. Le temps qu'elle a mis pour répondre à la porte était bien trop long, beaucoup trop long pour quelqu'un qui avait l'habitude de l'ouvrir avec enthousiasme, pressé de montrer sa vie. Quand elle a enfin ouvert, ses yeux étaient gonflés, cerclés de rouge. Elle m'a dit que c'était des allergies. Sa voix était trop plate pour être convaincante. Derrière elle, j'ai aperçu Eromosele, assis sur le canapé, une jambe croisée sur l'autre, me fixant avec un sourire calme. Ses yeux ne révélaient rien, ni chaleur, ni hostilité, seulement ce calme vide qui semblait plus dangereux que la colère. Je ne suis pas restée longtemps. Après cette visite, Eseosa a cessé de répondre à la plupart de mes appels. Quand elle décrochait, sa voix était fine, presque un chuchotement, comme si elle essayait de ne pas réveiller quelqu'un qui dormait à côté. Elle disait toujours qu'elle allait bien. Bien est devenu son mot préféré. Mais bien est un mot dangereux. Il cache trop de choses. C'est le bouclier des brisés. Les fissures ont commencé à apparaître en public. À l'église, un dimanche, elle est venue avec lui.
sa main serrée dans la sienne, comme un enfant accroché au doigt d'un adulte. Elle garda la tête baissée pendant tout l'office, sans jamais lever les yeux pour croiser un regard. Quand la chorale a chanté, elle n'a pas élevé la voix comme avant, comme quand elle chantait si fort qu'elle couvrait la personne à côté d'elle. Au moment de partager la grâce, elle s'est précipitée dehors avant tout le monde, le tirant avec elle. J'ai remarqué, dans ce bref instant, son foulard glisser légèrement, révélant une marque discrète sur son cou, sombre contre sa peau. Elle l'a réajusté rapidement, trop rapidement. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas pour elle, pas pour la femme qu'elle était devenue. J'ai pleuré pour la version plus jeune de moi-même, la fille qui avait pleuré tant de nuits pendant qu'elle riait avec les hommes qui m'avaient autrefois fait sourire. La vie lui avait enfin tendu un miroir, et elle y était piégée, obligée de faire face au reflet de tout ce qu'elle avait été pour moi. Puis vint la tempête. Ezeosa m'a appelé tard un soir. Sa voix tremblait, brisée, pleine de souffle, comme si chaque mot lui coûtait trop d'efforts. Elle m'a supplié de venir. Elle disait qu'elle ne pouvait plus respirer dans cette maison. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, ma main se crispant sur le téléphone. Elle a seulement chuchoté « Il n'est pas celui que je croyais ». Pendant un instant, j'ai ressenti de la pitié. Pendant un instant, j'ai voulu courir vers elle, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais alors le souvenir d'Osazé est revenu. Le souvenir de Himwen, d'Osahon, d'Omoregbe. Le souvenir de mes larmes, de ma solitude, de mon humiliation. La façon dont elle s'était tenue au-dessus de moi, souriante pendant que je me noyais. Alors je lui ai dit calmement qu'elle devait gérer ça. Je lui ai dit qu'elle était forte, qu'elle trouverait une solution. Mes mots étaient doux, mais à l'intérieur, j'étais dure comme la pierre. Elle a pleuré plus fort, étouffée par ses sanglots, mais je suis restée silencieuse. C'était la dernière fois qu'elle m'a demandé de l'aide. En quelques semaines, tout le monde pouvait le voir. Elle avait maigri, ses joues autrefois pleines s'étaient creusées, ses clavicules ressortaient plus nettement. Son rire avait disparu, complètement effacé. Elle ne postait plus de photos en ligne, n'exhibait plus sa vie au monde. Les amis qui autrefois tournaient autour d'elle comme des abeilles autour du miel avaient disparu, incapables de comprendre les nouvelles ombres qui hantaient sa vie. Un dimanche après-midi, la nouvelle s'est répandue doucement dans la famille comme de la fumée s'infiltrant sous une porte. Ezeosa avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Un voisin disait qu'elle s'était effondrée devant leur portail après une nouvelle dispute violente avec Eromozele. Les gens murmuraient au sujet de cris, de portes claquées, de verres brisés. Les médecins parlaient d'épuisement et de stress. Elle a survécu, mais elle n'était plus la même. Elle est retournée vivre chez nos parents, brisée et silencieuse. La femme vibrante qui entrait dans chaque pièce comme une conquérante marchait désormais doucement sur la véranda, les épaules voûtées, le regard lointain. Et Romosel ne lui a jamais rendu visite. Il n'a jamais appelé. Il a disparu, comme s'il n'avait jamais existé, ne laissant derrière lui que les cendres de la vie qu'il avait consumée. Parfois, je la regardais assise sur la véranda, fixant le vide, sans même cligner des yeux, pendant plusieurs minutes. La fille qui avait autrefois volé toutes les lumières était devenue un fantôme d'elle-même, une ombre s'effaçant en plein jour. Et moi, je me sentais enfin libre. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre de ma sœur, perdant amour après amour, toujours deuxième, toujours comparée. Mais au final, c'est elle qui était tombée dans les ténèbres qu'elle avait créées. Je n'ai jamais levé la main contre elle. Je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais maudit. Je me suis simplement écartée et j'ai regardé ma sœur marcher dans le piège qu'elle pensait destiné à moi. C'était ma vengeance silencieuse. Et chaque nuit, allongée dans mon lit, je me murmurais une seule chose. L'ombre qui a essayé de voler ma vie a enfin été dévorée par sa propre obscurité. C'est la fin de cette histoire. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Votre temps, votre amour et votre soutien comptent énormément pour nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de la partager avec vos amis et votre famille, et surtout, de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires incroyables et émouvantes comme celle-ci. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Nous avons tellement d'autres récits inspirants, captivants et inoubliables qui arrivent.
et nous aimerions avoir votre avis. Partagez vos pensées, les leçons apprises ou vos moments préférés de cette histoire dans la section commentaires. Vos retours nous inspirent à créer un contenu toujours meilleur pour vous. Rappelez-vous, chaque histoire que nous racontons porte une leçon, et parfois, la bonne histoire peut changer une vie. Restez connectés avec nous dans ce voyage, et jusqu'à la prochaine fois, continuez de sourire, d'apprendre et de grandir. Ne partez pas sans vous abonner, car la prochaine histoire pourrait bien être celle que vous attendiez. À très bientôt dans la prochaine vidéo.